À toi, Denis. Bonsoir tout le monde, merci d'être présent. C'est vraiment un honneur qu'on m'ait demandé de partager mon voyage avec vous. Compostelle, Porto à Santiago, chemin central, mai 2019. C'est pas mal la dernière année qu'on a pu faire des pèlerinages parce que OK, donc ça commence là. Ça, c'est moi-même en équipement de pèlerin. Et à droite, vous pouvez voir le chemin que j'ai parcouru. J'ai un petit peu le sentiment, en tout cas, je l'avais, sentiment d'imposteur parce que quand j'écoute les vrais pèlerins qui, eux, ont fait des centaines de kilomètres, moi, j'ai fait 12 jours, 240 kilomètres, 20 par jour. Je me sentais un petit peu bébé pèlerin. Sauf qu'il faut bien commencer quelque part. Puis pour un début, c'était pas mal une réussite. Fait que ça m'a rassuré un petit peu que j'étais un bébé pèlerin, mais en herbe. Et bon, ça, c'est mon équipement que j'avais. Et comme vous allez voir, ou comme vous le savez déjà pas mal tous, il y a des bornes un peu partout. Et ça, c'est ma borne de 200 kilomètres. Et là, j'étais là, je commence. Puis tout au long du parcours, ben, je suivais ces bornes-là pour me rendre jusqu'à zéro, qui était Santiago. Euh, Pourquoi est-ce que j'ai voulu faire Compostelle? Ben, c'est la question qui se pose à pas mal tout le monde. Parce que dans notre société, marcher des 20 kilomètres par jour, des jours durant, des semaines durant, pour certains, quasiment des mois, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour nous maintenant. Donc, il faut se poser la question. Moi, j'étais sur le bord de prendre ma retraite après près de 30 ans à travailler à Radio-Canada. Donc, je voulais une transition qui se faisait entre le monde du travail et la retraite, là, après le travail. Je me demandais, bon, mais je fais quoi avec le reste de ma vie? Donc, ça, c'était ma raison principale. Euh, J'avais besoin aussi d'une espèce de retraite spirituelle. Je vais l'expliquer plus tard, mais c'était l'idée de dire je traîne des bebites qui m'empêchent de dormir, font des cauchemars, des regrets, des affaires pour régler, toutes sortes de bebelles qui nous en parlent. On ne vit pas 50, 60 ans sans qu'il y ait de ces genres de bugs-là qui nous dérangent. Puis je me suis dit, bon, ben, si je décroche d'un peu tout, puis je focus sur marcher, ben, ça va me donner une chance de peut-être réfléchir à. Ça faisait partie de l'équation. Ouais, ben ça, c'est drôle un peu parce que dans le fond, on ne se met pas en forme à Compostelle. On se met en forme en se préparant pour Compostelle. Puis dans ce cadre-là et l'acquisition de saines habitudes de vie, ben, c'est parce que quand tu es sur le parcours, ben, tu manges à des heures pas mal fixes, puis tu manges pas mal la nourriture des gens, puis tu fais moins d'abus alimentaires, culinaires et autres. Donc, tu as une vie plus rangée, plus régulière. Ça, c'était un objectif que je trouve important. Et moi, je suis un fan fini des jeux vidéo et d'Internet et d'informatique, etc. Et passer 2 semaines sans ordinateur, c'était un sevrage qui était malheureusement survenu dans mes vieilles habitudes après. Mais le temps que ça a duré, ça a été une très bonne chose. J'ai fait Compostelle pour vrai en 2019, mais mon objectif était de le faire parce que j'ai pris ma retraite en 2014. Fait que mon objectif premier était de le faire en 2014, mais j'étais naïf, comme on l'est tous pas mal. Euh, je partais à ma retraite en juin 2014. Et là, je m'étais dit, dans un rêve un peu fou, bon, ben, je veux faire Compostelle. Sauf que c'était un petit peu naïf et mal préparé. Mais je me suis dit, comment je fais pour faire Compostelle? Bon, ben, c'est pas dur, m'aller avec une agence de voyage. Je suis allé voir la publicité de Groupe Voyage Québec. Il y avait un beau voyage, Portugal, Espagne, 8 jours de marche, 15 jours du voyage.
On faisait 160 km, l'autobus, la grosse hôtel, pas de backpack, bref, le gros confort touriste all dress. Fait que j'ai dit, bon, ça vaut la peine, c'est le fun. Puis mon épouse, Renée, à ce moment-là, elle, marcher, c'était pas sa tasse de thé, mais pour me faire plaisir, elle a accepté de m'accompagner parce qu'on pouvait être accompagnateur, puis pendant que les gens marchaient, l'accompagnateur allait visiter le village, les places alentours. Et ça coûtait à peu près 4 000 $ par personne, comme j'ai dit, pour à peu près une quinzaine de jours, là, 2 semaines. 8 jours de marche à peu près à 20 km, 160 km. C'était assez pour avoir le certificat parce que ça prend 100 km. Aucune préparation physique. Je me suis dit, je suis capable de marcher, il n'y a pas de problème, et que j'étais naïf. Et bon, regardez à droite de l'écran, vous voyez une coquille Saint-Jacques avec une petite étoile puis un petit ange, puis mai 2019. Évidemment, je me suis dit, si je veux choquer puis pas le faire, je veux avoir le tatou de la honte. Donc, je n'avais pas l'ange, je n'avais pas l'étoile, puis je n'avais pas la date, puis je n'avais pas les couleurs dans ma coquille. J'avais juste le tracé. Fait que ça, j'ai fait faire ça avant le mois de mai-juin où je vais partir en septembre, juste pour me dire, si je ne le fais pas, je ne le fais pas couleurer et je vais traîner ça le reste de mes jours pour me rappeler que j'ai choqué puis que je ne l'ai pas fait puis que j'ai la honte d'avoir eu un projet que je n'ai pas fait. Je vais vous expliquer le reste du tatou, ça va venir. Ma femme devait m'accompagner, mais elle a eu le cancer à partir du mois de juin, justement. Et le 6 août, elle est décédée de son cancer. Elle faisait 3 ans qu'elle l'avait. Et puis, évidemment, voyage a tombé à l'eau. Quand j'ai vu ça, j'ai fait faire la coquille, je l'ai faite couleurer. Et j'ai fait faire l'étoile qui est l'influence qu'elle a et qu'elle a eue et qu'elle a encore sur moi. Mais là, je ne peux pas faire juste l'étoile sans peindre la coquille Saint-Jacques, mais j'avais toujours l'idée que moi, je ne l'ai pas fait, le fameux Compostelle, et je me le dois, et il faut que je le fasse. Ça reste de même. 2019 arrive. Là, je me suis dit, là, je le fais. Et il y a un bon lieu bliqueteux parce que si je ne l'avais pas fait là, je ne l'aurais pas fait encore. COVID. Mais je l'ai fait. Là, je me suis pris un peu moins en Dagenais. J'ai premièrement rejoint l'Association du Québec à Compostelle, auquel à peu près tout le monde font partie. Et là, j'ai dit, ce coup-là, je vais m'entraîner. Fait que j'ai commencé à marcher avec eux autres. Pas très souvent, pas très longtemps, mais quand même assez pour me donner le goût. Des gens fantastiques. J'ai bien aimé cette partie-là et je me promets de recommencer quand on va avoir le droit. Mais pour moi, ça a été une partie très importante. Vous voyez le petit logo, je l'ai cousu sur mon sac à dos en arrière parce que pour moi, c'est important de ne pas être un American. Je suis un Québécois, c'est un Canadien à la limite, mais c'est un Québécois. Je n'ai rien à faire avec les États-Unis. Et puis pour moi, c'est important de dire, regarde, je suis un pèlerin, mais du Québec. J'ai participé à des conférences. J'ai écouté des conférences, on va s'entendre. Entre autres, comment préparer le sac à dos, comment préparer l'équipement, comment s'entraîner, etc. Et j'ai trouvé que c'était excessivement important. J'ai choisi mon itinéraire et moi, je suis quelqu'un d'assez méticuleux. Je suis allé sur Google Maps, puis là, je suis allé voir tous les trajets possibles, puis Portugal. Porto, moi, j'aime ça du Porto. J'ai dit Porto, c'est là. Porto à Santiago, c'est 240 km. Je me suis dit, ouais, ça commence, c'est plus que 160, mais c'est correct, je vais le faire. Bon. Et je me suis fait des maps, des belles maps, toutes plastifiées, des deux bords, tout le kit, très compact, plastifié, c'était tout parfait. J'ai mis ça avec une corde, tout le kit, mais pratiquement pratique, là. Quand tu es en train de marcher, de savoir que tu es sur la bonne rue, là, c'est totalement stupide et inutile. Et de toute façon, je n'ai pas suivi ce chemin-là. On vous l'expliquer. Moi, je voulais faire la côte. C'est beau, on va être sur le bord de la plage, il n'y a pas trop de collines. Ça va bien aller, on va aimer ça. Fait que j'ai préparé mon pèlerinage sur le bord de l'eau, sur la côte. Mais
Ça ne s'est pas passé comme ça. Évidemment, c'est important de bien acheter, choisir les bottes, les bâtons de marche, le sac à dos, les bouteilles d'eau, les tester pour être sûr. Il y a une des bouteilles d'eau pendant que je la testais, que la gamme s'est cassée, ça l'a changé, mais là, je le fais avant de partir pour être sûr que tout mon matériel est fonctionnel et que je suis à l'aise avec. Là, j'ai fait des marches d'entraînement. Je savais très bien que mon objectif, c'était d'être capable de marcher 20-25 km à peu près par jour. Mais moi, je me suis dit en préparant, ces 12 jours, m'en préparer 18. Mon voyage va être 18 jours de long. Et puis, je vais marcher 2 jours, prendre une journée off quelque part, me reposer. Bon, ben après, tu marches un autre petit bout, tu prends un autre break. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Fait qu'il y a toutes mes préparations, puis il y a la vraie vie de faire le voyage comme tel. Puis c'est correct de se préparer, mais mon prochain, moi, savoir plus de quoi je parle. Puis s'il y en a qui ne l'ont pas fait encore, ce n'est pas la majorité, mais à ce moment-là, peut-être que d'écouter des gens qui l'ont déjà fait, ça va vous aider. En tout cas, c'était l'idée de ma présentation, c'est un peu ça. Et c'est important pour moi de le faire avec le sac à dos parce que je suis comme une tortue, moi, là. Tout ce que je possède, c'est sur mon sac à dos ou sur moi. Puis j'ai absolument rien d'autre que ça. Puis c'est mon voyage. Je suis un pèlerin, j'amène mon stock, mes bâtons de marche, et go, on y va. C'est comme ça. Et pour être sûr que j'y vais, je réserve mon billet d'avion et je choisis dans le temps de l'année, c'est quand le mieux possible. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, il ne faut pas qu'il mouille tout le temps, il ne faut pas qu'il fasse trop fret, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde, mais quand même assez, mois de mai. Moi, on m'avait dit mois de mai, c'est l'idéal, parfait. Je l'ai parti début mai. Finalement, ça a été milieu mai. Fait que tout est là, on part, on y va, go. Pour l'entraînement, ça c'est drôle. Moi, j'ai trouvé que c'est très, très, très important de me trouver un ami, un coach, qui va m'encourager, qui va m'aider, quelqu'un qui est en forme, quelqu'un qui sait comment s'entraîner, puis etc. Fait que j'ai choisi un ami. Et au début, il était très enthousiaste. Il m'a aidé à tracer mes cartes, à faire mes affaires, m'a donné des bons conseils. Sauf que plus le temps passait, plus dans mon dos, il disait il ne sera pas capable de le faire, il n'y a pas de volonté dans mon dos. Mais là, mes amis me le disaient. Fait que j'ai resté de chum avec un certain temps, puis ben, finalement, j'ai fait. Mais je pense que c'est une bonne idée d'avoir un coach ou quelqu'un qui va vous aider. Le faire à deux, c'est pas mal plus le fun, la préparation, que de le faire seul, parce qu'il y a le jasage, mais il faut aller marcher tous les jours ou tous les 2 jours. Puis là, au début, tu marches avec mon premier kilomètre que j'ai fait. Oh my God! Je pensais de mourir, les jambes ou me tomber en bas. Puis à un moment donné, tu en fais 2. Puis avec le groupe de Québec à Compostelle, tu en fais 5, tu en fais 10. Puis à un moment donné, whoop, tu en fais un autre fois 10, puis ça s'avance. Mais là, il faut que tu y ailles avec un backpack. Puis ton backpack, moi, j'avais des. Tu sais, les poids et les haltères que tu prends, là, j'avais 2 poids de 10 livres que j'ai versé dans une serviette avec 2 poids d'une livre, 22 livres, plus le reste, les gouttes d'eau, toute la kit. Là, c'est à peu près à 24 livres, à peu près. Là. Puis là, au début, tu ne mets pas toute la kit dedans, mais tu y vas progressif. Mais là, tu ne te prends pas une semaine avant. Là, je m'étais pris mois de septembre, puis j'ai fait mon voyage au mois de mai. Là. Fait que j'avais septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, 9 mois de préparation. Évidemment, tu essaies de marcher 5 fois par semaine, puis là, j'essayais d'alterner, que ce ne soit pas 2 jours de suite, progressif. Évidemment, tu vas marcher en ville. Quand tu s'en vas là-bas, ben, tu marches, il y a toutes sortes de chemins que tu dois faire, mais il y a des chemins en campagne. Pas parce que tu as des bâtons de marche que tu ne prends pas les trottoirs, là, le monde se tassait. Et moi, je me suis habitué de marcher à 5 km, 5,5 à peu près, là, en moyenne. J'avais une montre qui regardait ma fréquence cardiaque, mais ma vitesse et puis la distance que je faisais. Et je m'habituais à marcher plutôt plus vite que plutôt plus lent. Parce que quand tu marches 20 km, tu commences à 5 km et demi, mais quand tu finis, tu es à 4. Puis là, si tu as bien des pentes qui montent, qui descendent, ben là, tu redescends. Donc, tu rallonges ton temps que tu marches. Fait que d'octobre à mai, c'est ça que je disais. C'est important, je pense aussi, que tu te donnes le temps de te reposer vraiment avant de partir parce qu'à un moment donné, tu dis OK, 2 semaines avant que tu partes, là, mon entraînement est terminé et je me repose 2 semaines pour partir en forme puis être sûr de ne pas me blesser.
Parce que tu ne vas pas là avec une foulure ou tu t'es blessé un genou ou quelque chose, là. Et je m'étais donné comme objectif, puis comme tout le reste, il y avait la théorie et la pratique, je m'étais donné comme épreuve de marcher 25 km backpack 5 jours de suite. Et je l'ai fait 3 jours alternés. Une journée, un espace, puis 2 jours. Mais ce n'était pas un vrai test, puis le vrai test, ça a été dans l'avion quand c'est arrivé. Mais j'avais planifié, hein, on planifie. Casquette, c'est un peu comme le sac à dos. En avant, il me voyait mon petit logo avec Québec et la coquille Saint-Jacques et il y avait le sac à dos. Sac à dos, 45 litres, c'est important qu'il n'y ait pas d'armature de métal. Je l'ai essayé beaucoup avant parce que je me suis promené toujours avec ça. Bien identifié, etc. Je vais parler de l'équipement un petit peu plus tard. On arrive dans l'équipement. Euh, J'avais l'intention d'aller plus en détail pour ceux qui ne connaissent pas ça, mais comme la majorité de vous qui m'écoutez avaient déjà fait au moins une fois ou plusieurs, à ce moment-là, je voyais aller un peu plus rapidement, mais il y a des choses qui pour moi étaient très importantes. Les bonnes bottes de marche, ça faisait 3 ans que je les avais achetées. Je les avais achetées pour 2014, 5 ans finalement. 2014, puis je les ai vraiment utilisées en 2019. Fait que les bottes de marche, ils connaissaient mon nom et ma senteur. Les bâtons de marche, ceux que j'avais, ils se dessoufflaient. Je marchais, puis whoop, ils ratatinaient. Fait qu'un, je les ai changés. Deux, en les essayant, il y avait un ajustement à faire, tu allais le faire ajuster. C'est important de vérifier ton équipement puis le tester. Le sac à dos, j'en ai parlé. Deux, pas une, deux bouteilles d'eau. Si tu en perds une, s'il y en a une qui coule, si quoi que ce soit, tu en as une deuxième. Parce que l'eau, là, c'est essentiel. Moi, je n'ai pas eu à Tourista. Je n'ai jamais été malade de tout le temps que j'étais là, mais je n'ai jamais pris une goutte d'eau qui ne venait pas d'une bouteille d'eau que j'avais achetée à un magasin dépanneur ou peu importe. J'ai jamais, jamais, jamais pris de l'eau qui ne venait pas d'une place en bouteille vérifiée puis désinfectée. Et 2 fois 750 millilitres, il y a un certain poids, mais c'est rassurant. Je vais vous expliquer ma routine de marche, là. Mais 2 bouteilles d'eau, c'était. J'ai jamais manqué d'eau. Euh, Là, il y a quelque chose qu'il faut que j'explique, puis c'est important. Je ne suis pas une parade de mode, je ne suis pas un touriste, je ne suis pas. Tout ce que je fais, c'est que je me lève le matin, je marche, je me couche le soir, puis je recommence. Moi, j'y vais comme pèlerin. J'y vais pour marcher. Fait que du linge, j'ai juste ce que j'ai sur le dos, puis un autre set, c'est du linge mou qui pèse rien. J'ai parlé de 4 paires de sous-vêtements, puis c'est pas plus. Puis je les lave. Quand j'arrête un gîte, je m'en vais, je lave mon linge avec du savon, le même savon que je prends pour me laver les mains. C'est excessivement important pour moi de valider le volume, mais surtout, surtout le poids. Quand je dis poids maximal de 25 livres, là, moi, je traîne ça sur mon dos. Assez que quand j'ai eu fini, je me sentais comme mal à l'aise, je marchais, puis je n'avais pas 25 livres sur le dos. Sérieusement, ceux qui ont fait la marche, ils peuvent le dire. 4 paires de sous-vêtements, c'est un minimum, mais tu n'y vas pas plus. Donc, 3 dans le backpack et 3, un sur moi. Ce qui est important aussi pour moi, en tout cas, pour ne pas pogner d'ampoule, puis je l'ai pogné pareil, c'est que j'avais une paire de bas de coton en coton noir, là, des petits bas, et des bas de laine. Et je mettais les 2 paires de bas. Puis, quand il y avait un frottement, ça se faisait entre mes 2 paires de bas. Ça, pour moi, a diminué beaucoup les ampoules. Évidemment, tu as besoin des nécessaires de premiers soins. Évidemment, du second skin, mais aussi un fil, moi, les prix noirs, mais assez résistant, c'est gros. Puis un aiguille, ils vont vous expliquer comment faire. Tu passes au travers, tu laisses le fil là, tu fais des nœuds ces 2 bouts. Parce que l'ampoule que tu as, dépendamment de la grosseur, mais tu ne vas pas l'arracher puis mettre ton pied au sang parce que ça va faire une ampoule en dessous. Puis là, tu vas avoir un problème. Il faut que tu la laisses se vider puis se guérir d'elle-même. Pour ça, le second skin puis le fil d'aiguille. OK. La crème automassage des pieds, c'est super important. Peut-être aussi les épaules, là, mais de quoi pour te frotter? Parce qu'après 20-25 km, tu as les pieds qui sont. Moi, j'ai vu des gens qui avaient fait 1000 km ou plusieurs centaines. Puis, laisse-moi dire qu'il y avait des pansements sur tout le pied au complet, là, sans compter les genoux, les chevilles.
Moi c'est un bébé pèlerinage. Moi, j'ai pas eu de problème. Oui, j'ai des petits ampoules, oui, j'ai des petits bobos, mais rien à comparer, là. Et j'ai oublié qu'il y a du soleil. Oh my God! Et on va le compter plus tard, mais j'ai une casquette, c'est parfait, ça me protège le crâne. Puis moi, j'ai des cheveux, fait que t'as moins pire. Mais j'ai des oreilles aussi. Et puis le soleil, à un moment donné, je me pogne le top des oreilles. Voyons, c'était tout plumé. Puis dans le cou. Fait que je vais vous l'expliquer plus tard, mais il y a Elisabeth, une Allemande, qu'on a fait la moitié de la marche ensemble. Puis elle avait de la crème solaire. Fait qu'elle m'a passé de la crème solaire. Je me suis mis ça du top des oreilles, dans le cou. Puis, mais la prochaine fois, m'envoie ma propre crème solaire. Bon, bien évidemment, tu as besoin de ce qu'il faut pour te laver, là, mais ton savon, il sert aussi pour laver ton linge. OK. Moi, je n'ai pas deux paires de souliers. J'ai mes bottes de marche et j'ai des gougounes. Les gougounes, c'est parce que quand je vais prendre ma douche, etc., je ne veux pas pogner des verrues plantaires ou des affaires de même. Et je n'irai pas avec mes bottes de marche, c'est pas vrai, là. Fait que mais les gougounes, c'est en plastique, là, ça pèse rien. Fait que ça, j'avais ça aussi. Le poncho pour se protéger de la pluie, c'était minimal, mon affaire. J'étais super chanceux. Il a à peu près jamais mouillé. Un peu de drizzle, puis une fine pluie, mais rien de dérangeant. Mais s'il y avait mouillé, là, comme André qui nous expliquait là, pendant 2 jours de temps, là, oh, que j'aurais trouvé ça plus difficile parce que je n'étais pas équipé pour la pluie. Puis ça, c'est une chose qu'il faut que je corrige. La casquette, j'en ai parlé. OK, des filets de linge sale. Évidemment, tu ne laves peut-être pas ton linge à tous les jours parce que des fois, les gîtes que tu as, il n'y a pas de possibilité, ou en tout cas, c'est plus difficile parce que des aires communes, des fois, tu t'arranges comme tu peux t'arranger. Et un filet à linge sale, c'est une affaire qui est quand même relativement grand, plié. Ça pèse absolument rien parce que c'est des mailles. Fait qu'avec ça, tu mets. Moi, je mettais mes sudoku, mon papier et les affaires de même pour pas qu'ils se promènent lourds dans mon backpack. Fait que ça, j'ai trouvé que c'est génial pour transporter du stock. OK, j'avais prévu 2 kilos de noix et fruits séchés. C'est merveilleux quand tu veux, quand tu prends une pause, tu peux prendre une poignée de noix, etc. Je me suis rendu compte que j'en prenais à peu près pas parce que je mangeais quand j'arrêtais pour déjeuner ou pour dîner ou pour souper. Mais passer ça, quand tu marches, j'avais pas faim. Je prenais de l'eau, mais fait que la deuxième kilo, j'ai laissé un des gîtes, puis quelqu'un est peut-être reparti avec, mais finalement, c'est du poids que tu traînes pour rien. Puis ça, c'est une affaire que tu apprends assez vite d'épurer ton poids pour rien. OK, carte de crédit, moi, je suis allé là avec pas de carte de crédit. J'avais 1500 € sur mon sac de bédaine et c'est pour ça que le sac de bédaine, je couchais avec. Moi, le sac de bédaine avec mon passeport, ma compostella, là, les tampons qu'on tamponnait et l'argent que j'avais, là, quand je me couchais, il était dans mon sleeping. Pas en dessous de mon oreiller, dans mon. Je prenais ma douche, je le mettais dans un sac de plastique, puis il était dans ma douche. Je te le dis, là, j'avais plus souvent mon sac bédaine que mes bobettes. Mais je n'ai jamais eu de problème. Je n'avais pas de bague, je n'avais rien d'ostentatoire. Je me suis promené avec, je suis un pèlerin, je suis pauvre, puis j'ai rien. Sauf qu'une carte de crédit, ça peut être très, très utile. Entre autres, je vais vous l'expliquer quand j'ai voulu devancer mon retour. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Là. C'est bien important d'avoir. Mais la carte de crédit, je vous conseillerais de l'avoir pris uniquement pour votre voyage et avec, mettons, 2000 dessus, puis pas plus. Puis la seconde, tu as fini ton voyage, tu as cancel, ou en tout cas, elle sert qu'à ça, puis qu'il n'y a pas d'autres choses, puis qu'il y a un fonds qui est limité. C'est ce que je vous conseille. Moi, je ne l'ai pas pris de même, mais le prochain, je vais le faire le même. Évidemment, il y a des temps morts, puis il y a des temps où tu as juste le goût de te clairer la tête. Moi, j'aimais ça, le sudoku, puis je suis devenu très bon, d'ailleurs. N'en amenez un, le crayon. Et ce qui est important, j'avais un carnet pour prendre des notes. Et puis, on va le voir, le côté spiritualité, j'écrivais des lettres. J'ai identifié un problème pendant que je marchais. Puis là, j'écrivais, c'est quoi mon problème, c'est quoi mes solutions. J'écrivais une lettre à quelqu'un qui était concerné par ça. Bon, vous l'expliquer plus tard, le processus, là, mais mon cahier, il était dans mon sac de linge sale. Ben, pas le linge sale, mais mon sac, les filets, je parlais, là, avec mon sudoku et avec mes crayons. Ouais, moi, j'avais mon téléphone, c'est mon seul lien de communication. J'avais pris un forfait pour le Portugal, mais pas pour l'Espagne. Il ne faut pas oublier que quand tu fais ce chemin-là, tu as 2 pays que tu vas voir. Oublie pas le deuxième parce que tu vas passer la moitié de ton temps là-bas.
Sac de couchage, c'est très important aussi parce qu'il y a des places où ils ne fournissent pas les draps et tout ça. Tu as un matelas d'acide dans le sable, puis arrange-toi avec ça. Puis passer une nuit avec rien, des fois, c'est un peu frisquet. Moi, j'aime bien dormir avec un oreiller. Fait que j'ai une petite oreiller pliable qui ne prend pas de place, qui n'est pas pesante. Moi, c'est parce que c'était ça. Évidemment, je vous ai parlé de mon sac Beden, comment que j'ai fait attention. J'ai jamais eu de problème, mais j'ai vraiment été prudent. Journée typique. On se lève entre 6 et 7 heures, on déjeune. Souvent, c'est inclus. Le départ pour la marche quotidienne, normalement, ça se faisait à 8 heures. Sauf quand je me suis ramassé tout seul, qu'Elisabeth n'était plus là. Ben à ce moment-là, je vais ramener ça à 7 heures parce que moi, ça ne me donne rien de me lever à 7 heures puis partir à 8 heures. Avec Elisabeth, on partait plus vers 9 heures. Premier arrêt pour un petit goûter. Quand tu as marché 1 heure et demie, normalement, tu te trouves un petit magasin là, où ils vendent de l'eau, ils ont des petits beignets ou en tout cas des petits muffins, des affaires de même. Tu manges un petit quelque chose, puis là, tu repars. En Espagne, il fallait avoir 2 signatures pour la crédentiale et non pas juste une. D'ailleurs, j'ai parlé de Compostela, je mélange des fois ces deux mots-là. Je faisais une longue pause, à peu près 1 heure vers midi pour dîner, puis m'assurer que je remplissais ma gourde. Normalement, au premier arrêt, un peu plus, je faisais 5 km, puis là, je prenais un arrêt, je buvais le quart à peu près de ma gourde de 750 millilitres. Puis là, après ça, après un autre 5-10 km, j'arrêtais de dîner. Un autre 5 km, là, je prenais une autre pause. Là, j'étais rendu à la deuxième gourde si je n'avais pas rempli la première. Fait que je faisais comme une alternance au travers de ça. Puis la façon de savoir que j'étais dû pour une pause, autre que je suis fatigué, c'était simplement de me dire, j'avais ma montre, puis je regardais la distance que j'avais fait. Puis après 5, 10, 15, 20 km, à 20 km, je commençais à me chercher une auberge. À peu près vers 15 heures, mais là, et à un moment donné, je n'ai pas marché longtemps. Je suis arrivé à l'auberge, il était 11 heures. À 11 heures, j'étais tout seul de ma gang jusqu'à 13-14 heures. Là. Mais normalement, j'arrivais vers 15 heures. Des fois, j'arrivais à 17 heures. Ça dépendait. Il y a des chemins qui étaient pas mal plus longs que d'autres. Là, tu t'enregistres, tu fais tamponner ta crédentiale. Évidemment, la douche est toujours très recherchée. C'est très, très rare les places qui n'avaient pas une place pour la douche. Je faisais le lavage de ton linge. Et là, j'avais du temps pour résumer ma journée. Et ce que je faisais, c'est que par mon téléphone, je m'étais fait un groupe d'amis et j'envoyais par le téléphone quand j'avais un réseau. Ce qui n'était pas nécessairement le cas en Espagne, mais j'avais le. Ben, souvent en Espagne, j'avais l'Internet par le gîte, que j'avais peut-être pas sur mon téléphone, mais par le gîte, tu es capable de me connecter sur l'Internet. Puis là, j'envoyais un petit résumé de ma journée par Internet à mon groupe d'amis qui me suivaient. C'était pas nécessairement mon coach, parce que lui, on se parlait peut-être un peu moins. Mais vous allez voir plus tard, il y a bien du monde qui me suivait, puis il était très fier de moi. Puis c'est important pour le moral de sentir que il y a du monde pour qui tu fais ça, puis qu'ils sont fiers de ce que tu fais. Ça donne un petit oomph de plaisir, ou en tout cas, tu sens que ce que tu fais, c'est quand même apprécié par certains. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Vers 19 heures, c'était le temps de souper. Souvent, c'était à l'auberge comme telle. Des fois, c'était au restaurant local. Il y avait aussi, il fallait que tu prépares ton matériel pour le lendemain. Puis évidemment, comme je te dis, peu importe où j'allais, peu importe ce que je faisais, mon sac bédaine, en dessous de mon T-shirt, je l'avais toujours, toujours, toujours sur moi. J'ai jamais dérogé à ça. J'ai jamais eu de problème pour ça. Je sais que ça fait beaucoup de jasage. Il n'y a pas vraiment de questions entre les deux. M'a fini mon affaire, puis après, on va avoir une période de questions. Prenez les notes si vous en avez. Là, on rentre dans le vif du sujet. On rentre vraiment dans le voyage comme tel, puis vous allez voir que c'est quand même, c'est rien que 12 jours. C'est vrai que c'est pas tant que ça, mais c'est 12 jours intenses, puis c'est des belles rencontres, puis c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. Des fois, je me réveille la nuit, puis je revois mon voyage, puis j'ai jamais dit « Ah, je suis donc heureux, ça va tellement bien », mais c'est le fait de réussir à passer au travers de ce défi-là. Je n'ai jamais hésité. Il n'y a pas un matin que je me suis levé en me tente pas. Non, non. C'était important pour moi, puis j'étais là-dedans à 100%. Puis je le faisais, puis
c'est quelque chose, c'était un but dans ma vie. Puis je l'ai atteint. Puis ça vaut de l'or, c'est énorme. C'est pas vraiment le fait de l'avoir réussi qui est important, comme tout le cheminement que j'ai fait, mais le pendant que je l'ai fait, c'est des beaux souvenirs qui vont me rester le reste de mes jours. Puis si jamais je le refais, j'en parle en conclusion, mais ça va être justement pour aller retrouver le feeling de ma première fois, de comment je me suis senti au travers de ces 12 jours-là. Évidemment, je suis parti de l'aéroport d'Orval, et non pas Pierre-Éliott Trudeau. Et c'est un vol direct d'Air Transat. Montréal-Porto. Ça a bien été. Je suis arrivé tôt. Je me suis levé dans le milieu de la nuit pour aller là. Et j'arrivais à peu près vers midi là, dans ce coin-là. Et moi, il n'y avait pas de t'attends le lendemain et toute la kit. Tu arrives, tu pars. Et déjà, quand tu arrives, la première journée, tu as un premier gîte et puis tu as déjà commencé ta trail. Donc, puis il y a un métro. Bien, un métro, pour nous, c'est quelque chose en dessous de la terre. Pour eux, et ils ont vraiment une couverture. Puis j'étais déjà allé au Portugal, mais surtout en Espagne. Et ils ont une couverture de transport en commun qui est phénoménale, pas cher, et vraiment efficace et rapide. Rapide, il n'y a pas trop de temps entre les différents trains qui vont passer. Donc, j'avais déjà prévu d'aller à, je ne me rappelle plus, là, une certaine station, de là trouver mon point de départ, marcher à peu près une vingtaine de kilomètres. Je pense que c'était plus court la première journée parce que je commençais plus tard. Et puis là, d'arriver à mon premier gîte, puis bon. Ça a bien été, mais en arrivant là, je m'étais grillé sur mon téléphone une espèce d'application boussole. Ça n'a jamais fonctionné. Pars à gauche, je ne suis pas là. Pars à droite, je ne suis pas sûr. Demande à quelqu'un, gars gosse. À un moment donné, j'ai fini par trouver des flèches. C'est-tu génial? Il y a des flèches jaunes. Tu regardes la flèche, elle dit va par là. Merci bien. Ça va par là. Tu suis la flèche. Fait que une fois, il y a un poteau, puis il y a une flèche à gauche, puis il y a une flèche à droite. Puis là, moi, je regarde, puis je décide de prendre la droite au lieu de la gauche. Mais là, je suis à gauche, c'est Coastal, puis à droite, c'est Central. J'avais tout planifié mes affaires, mes belles feuilles de plastique, tout était là. Ben là, j'ai essayé de regarder mes feuilles de plastique. Je ne vois pas, il faut que j'aille des lunettes. Ben, je vois, mais pas assez clair pour voir les petits détails. Ben, j'ai dit de la marde, les feuilles de plastique, flèche jaune. Puis là, j'ai pris à droite, puis là, j'ai fait le Central. Pas grave. Moi, je suis allé là en disant, je fais confiance, pas religieux, là, mais je m'abandonne, je me pitch, puis ça va bien aller. Et c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai trouvé une première auberge pour 12 euros. Ma première fois, là, je ne savais même pas qu'est-ce que tu es supposé faire pour avoir une auberge. Je vois une pancarte, auberge, telle place, bon, j'y vais. Je sonne, cogne, oui, mon espagnol, parce que le monde ne parle pas trop anglais, pas du tout le français, puis mon espagnol était comme assez minimaliste, là. Puis bon, ben, j'ai donné 8 euros de pourboire, je trouvais que ça valait la peine. Après ça, j'ai été peut-être moins généreux, là, mais vraiment, là, j'étais parti. Là, Puis là, évidemment, le repas n'était pas fourni à cette place-là. Fait que là, je suis allé à une place pas loin. J'ai mangé localement. Puis très bien, très correct. Jour 1, check, c'est fait. Ça, c'est Elisabeth, mon amie allemande. On a fait la moitié du voyage ensemble. Elle ne parlait pas un excellent anglais. Elle ne parlait pas du tout français. Mon allemand est zéro pin bar. Mais on a réussi à se comprendre. Et puis, le seul problème, c'est qu'Elisabeth, elle marchait moins vite que moi. Donc, je marchais un bon bout. Après, quand je voyais que je ne la voyais plus, là, j'arrêtais, je me reposais. Elle venait me rejoindre. Là, j'ai proposé de se reposer. Généralement, elle ne se reposait presque pas. Puis là, on repartait. Après 5 jours de ce rythme-là, elle dit bon, sais-tu quoi, ça me tente de continuer tout seul. Ben, oui. Mais j'ai vérifié avec elle, puis elle a vraiment fini le pèlerinage. Elle s'est rendue jusqu'à la fin, puis elle l'a fait réellement, puis elle a fait son cheminement, puis toute le kit. Bravo, j'étais super fier d'elle. Rencontre avec Elisabeth, je l'ai rencontrée. Bon, je marche avec elle, moitié du parcours. Ah oui, ça, il faut que j'en parle. J'ai marché surtout dans les champs, puis des routes, souvent avec de la pierre qui était faite, même dans le bois, il y avait comme
ou de la garnotte, ou c'était des petits chemins de pierre. Mais il y a des chemins, et là, tenez-vous bien, parce que moi, j'ai eu peur. Pas un gars qui a peur, mais surtout ma première journée, là, le chemin, il est très étroit. C'est un chemin deux chars, là, un qui vient d'un bord, l'autre de l'autre. Il n'y a pas d'accotement. Il n'y a pas d'accotement. Fait que tu marches dans la rue. Puis souvent, ça tourne, puis. Mais là, il y a un char qui s'en vient derrière toi. Mais là, il faut que tu te tentes, mais tu n'as pas d'accotement. Tu vois ce que tu peux. Il ne peut pas trop te rencontrer. Moi, j'avais peur au deuxième char en arrière qui décide de dépasser le premier ou qui rencontre quelqu'un que moi, je n'ai pas vu. Fait que ça, c'est excessivement dangereux. Je n'ai pas eu beaucoup plus que les 2, 3 premières journées, mais ça j'ai eu peur. Ça, c'était vraiment un bout de la trail qui était hyper dangereuse. La deuxième journée, j'étais déjà avec Elisabeth, de rencontrer au gîte la première journée, puis la deuxième journée au matin, on a décidé de marcher ensemble. On est arrivé à une place pour dîner. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pèlerins. C'est la place que j'ai vu le plus de pèlerins. Et écoute, ça a pris au moins 3 quarts d'heure pour être servi. Fait que ça a été très long comme pause, mais rendu à 17 heures, parce que ça a été long aussi, compliqué de trouver un gîte à l'autre bout. On a marché beaucoup plus longtemps parce qu'on a pris beaucoup plus de temps pour dîner. Et là, il y avait des dortoirs. Et moi, j'ai pris un dortoir à 4. Elisabeth s'est trouvé une chambre semi-privée parce que, dépendamment de quand est-ce que tu arrivais ou avec qui tu étais ou quoi que ce soit, tu avais différentes offres de gîtes ou quoi que ce soit. Et j'étais tellement épuisé. Là. La première, ça a bien été. La deuxième, là, je n'ai pas rempli mon journal. J'étais allé me coucher, manger, j'étais allé me coucher, puis le lendemain, on recommence. Mais le lendemain, j'ai écrit mon historique pour la veille aussi. C'est la seule fois où je l'ai fait en retard. Départ vers 8 heures, on est arrivé à Barcelos. C'est une grande, grande ville. C'était ma première marche vraiment en ville. Il y avait des chemins de terre, puis comme j'ai parlé, il y avait des pierres, il y avait un vieux pont romain. Mais ça, quand j'avais été au Portugal, en Espagne, j'en avais vu comme ça. Beaucoup de pentes. Ça, c'est le problème un petit peu. Ben, problème, ça dépend de comment en forme vous êtes, mais il y a beaucoup plus de montées puis de descentes sur le Central que je présume sur le Coastal parce que. Mais on s'y habitue. Là. Ceux qui ont passé les Pyrénées, ils en ont vu de la pente pas mal plus que moi. Là. Et bonheur et joie immense. On a eu une chambre privée avec douche et cuisine. Cuisine ne nous a pas servi bien, mais la douche. Oh my God! L'eau chaude tant que tu veux. Chambre privée. Oh, bonheur. Et là, j'aurais voulu me rappeler du nom de ce gîte-là parce que c'était connu partout. C'est la place que tu veux aller dans ton pèlerinage quand tu fais ce tracé-là. Là. Écoute, le monde, là, les autres qui nous ont reçus, ils ont un radio avec de la musique là-dessus. Et ils te reçoivent au Porto. On était 26 marcheurs à table. Il y avait des Allemands, il y avait toutes sortes de monde qui est là. Puis là, ils te faisaient chanter. Moi, je ne sais pas le nom. Mais ils te faisaient chanter des chansons à répondre de ton coin à toi, dans ta langue. Puis là, les autres essayaient de te répondre, puis tout ça. Puis il y avait de la musique états-unienne surtout, là. Mais là, le monde dansait. Ah, je ne sais pas. Ben, écoute, j'ai quasiment été obligé de participer, là. Puis écoute, ça a été le meilleur auberge que j'ai vu de tout mon parcours. J'aurais voulu prendre en note le nom de cette place-là, mais ceux qui connaissent ça, après la période des questions, vont peut-être me dire oui, c'était telle place. C'est extraordinaire. Une ambiance. Écoute, on a été chanceux, on était les derniers qu'il y a pu avoir. Il débordait le gîte tellement qu'il y avait du monde. Ça a été extraordinaire. Jour 4, on a déjeuné à ce place-là, justement, vers 7h30. Là, j'ai commencé à voir, peut-être parce que j'ai dansé, là, le bon Dieu me punissait ou je ne sais pas quoi, mais j'ai commencé à avoir des douleurs au mollet droit. J'avais comme des crampes, le chin spleen en avant, mais le mollet en arrière aussi. Et
j'ai commencé à avoir une ampoule au petit orteil du pied droit. Et là, bon, c'est ça. Surtout une marche au travers des champs des villages. Beaucoup de pentes, mais il faut faire attention, c'est un chemin pierreux. Puis avec les bâtons de marche, tu peux te breaker un peu pour pas. Mais c'est plus dangereux de descendre que de monter, parce que si tu perds pied puis tu te foules, tu vas trouver tes 12 jours de marche longs en tabarnouche. Parce qu'il y en a des gens qui sont blessés. Puis c'est pas parce que tu es blessé que tu ne peux pas marcher. Là. Tu continues. On est arrivé à Punto de Lima. Il y avait un parc immense, quand même très, très long, que tu traversais pour arriver à une espèce d'hôtel sur le bord d'un cours d'eau avec une église millénaire. Écoute, c'était magnifique. J'en ai profité pour soigner mon ampoule. Et puis, fin de jour 4, mais très, très, très belle marche dans le parc. C'était vraiment extraordinaire. Il faut que j'explique quelque chose que je n'ai pas expliqué jusqu'à date. Dans mon esprit tortueux à moi, on pouvait arrêter quand on voulait, puis on restait où ce qu'on était, puis tout était beau, puis ça allait bien. Dans la réalité, si tu n'as pas marché, puis si tu n'as pas fait signer ta compostella à une distance raisonnable, tu ne peux pas rester à la même place. Il faut que tu ailles marcher. Donc, prendre un break d'une journée, à moins d'aller à un hôtel normal, puis payer 150 €, tu ne peux pas faire ça. Fait que tu marches. Fait que les pauses que j'avais prévu de prendre, tu ne peux pas les prendre. Tu marches, puis quand tu as fini, tu es rendu. Mais ça, c'est la réalité. Jour 5. Ben, ça finit par être un petit peu toujours la même chose, sauf que là, il y avait beaucoup plus de nature, un peu moins de ville, beaucoup plus de pentes. On arrivait vers la fin du Portugal, on s'approchait un petit peu de l'Espagne. Pas de pluie, mais il faisait quand même assez chaud. Ben, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais mon coup d'oreille, mon coup de soleil, casquette, les oreilles, le top des oreilles qui plumait. Elisabeth m'a fourni sa crème solaire. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, là, mais c'est quand même, ça fait partie du voyage. Jour 6, à la fin de la 6e journée, là, on est rendu avec 120 km de fête. On va arriver en Espagne. Là, il y a un peu plus de jasage à faire parce qu'en Espagne, c'est un petit peu différent. Les Espagnols, je vais parler de ma journée, puis je parlerai de ça après. La nature, les pentes, un peu comme on. Bien, là, on finit par arriver à Valencia. Valencia, c'est une grande ville, c'est une belle ville. On a essayé de trouver un gîte, on n'a pas trouvé parce que les indications pour les gîtes en ville sont plus difficiles. Il faut aussi dire que les indications qu'on voit dans les villages ou dans les champs, tout ça, ben, c'est facile de mettre une flèche jaune sur une brique ou sur un lampadaire ou quelque chose. Il n'y a pas grand monde qui chiale. Hey, c'est mon magasin, tu ne peux pas beurrer ça. Mais en ville, ils sont plus distancés, les signes, et il y en a moins. Fait que les fois où je me suis perdu, parce que je me suis perdu plusieurs fois, m'en en reparler, c'est parce que les indications sont beaucoup moins bonnes. Particulièrement pour moi, Santiago, je n'ai jamais été capable de trouver l'église, la cathédrale de moi-même. Il a fallu que je suive du monde, m'en en reparler. On a traversé la frontière entre Valencia et Tui, qui est la ville, l'autre bord espagnol. C'est un pont, puis il y a comme une espèce de douane au travers de ça, mais à pied, ils ne te demandent rien. Je ne suis même pas sûr qu'ils m'ont demandé mon passeport entre les deux. Et on s'est ramassé là. On a marché peut-être 4-5 km après ça. Ça a été une longue, longue marche cette journée-là. On a trouvé un gîte dans une église. Bon, là, il faut que j'en parle un petit peu parce que c'était la première et la dernière fois que j'ai trouvé un gîte dans une église. Je vais vous expliquer pourquoi. Un, il y a beaucoup, beaucoup plus de pèlerins qui font la partie espagnole que la partie portugaise parce que ça prend 100 km pour avoir ton certificat. Et 100 km, c'est à peu près la distance de Tui à aller jusqu'à Santiago. Si tu fais ça, tu as ton 100 km, tu es correct. Et bien du monde n'ont pas nécessairement 2 mois ou même 2 semaines, mais en tout cas, il y a plus de monde à la partie espagnole. Et les Espagnols, pour eux, sont beaucoup plus
je ne te dirais pas religieux, mais respectueux, ou c'est plus important pour eux autres. Je ne peux pas comparer avec les Français, je ne l'ai pas fait. Mais pour les Portugais, ils étaient très gentils, très aidants, le kit. Mais les Espagnols, pour eux autres, quand tu es pèlerin en Espagne, tu es quelqu'un d'important, je pense. En tout cas, tu es bien traité. Mais l'Église, c'est que il y avait bien du monde. Sérieusement, là, il y avait 2 ailes d'à peu près 40 lits, des lits à 2 étages, pas mal. Et il y avait un antidépart qui était au milieu de ces 2 ailes-là, probablement sous, ou en tout cas pas mal avancé, qui a décidé qu'il y avait du fun, puis qui jasait fort, puis longtemps. Je me suis dit, je vais me lever, je vais aller y dire ma façon de penser, puis là, dans ma tête, ça se dit, maudit épais, c'est pas lui qui va te sortir, c'est toi. Fait que j'ai dit, ferme ta gueule, vire de bord, puis à un moment donné, tu vas t'endormir. Fait que c'est ça que j'ai fait, mais j'ai trouvé la nuit longue en s'il vous plaît. Et ça, c'est une des places qui ne fournissait pas les draps. Fait que sors le sleeping, puis dors là. Ça n'a pas été une belle expérience pour moi dans cette église-là, je ne l'ai pas recommencé. Bon, les 2 tampons au lieu d'un seul, le crédential, ça, j'en ai parlé. Bien, évidemment, au kiosque d'information, comme je n'avais pas prévu à deuxième, je ne l'avais pas. Fait qu'en arrivant, je suis allé au kiosque de touristes. Ils m'ont donné ma deuxième. C'est la seule fois où j'ai eu 2 tampons de la même ville, une à côté de l'autre. Mais comme ce n'était pas le seul épais qui ne savait pas, ben, on m'a aidé là-dessus. Ben, là, j'ai tout expliqué ce bout-là. On va poursuivre. Jour 7, ça s'en vient, là. J'ai traversé Thuy avant de prendre l'autoroute. On a marché dans les bois au-dessus d'une voie ferrée, un gros viaduc assez haut. On est arrivé à Oporrino après avoir traversé le quartier industriel. Ça, je ne l'ai pas marqué là-dessus, mais je me rappelle très bien que dans le quartier industriel, on a vu un parking de VUS. Il devait en avoir des milliers, puis des milliers, puis des milliers. C'était comme un entrepôt de véhicules qui construisaient, qui envoyaient je ne sais pas où. Mais laissez-moi vous dire qu'il y en avait du VUS au pouce carré. C'était impressionnant. Là, je suis arrivé à borne de 100 km pour me rendre à Santiago. On a trouvé un beau gîte au centre-ville avec. La première fois que je voyais ça, c'était une laveuse sécheuse dans un seul appareil. Ça m'a beaucoup impressionné. Là, mon ampoule commençait à la soigner. J'ai fini par gagner la guerre sur mon ampoule. C'est mon meilleur repas au niveau goût et tout ça. On est allé dans un restaurant italien. Je ne me rappelle plus du nom, mais là, j'ai pris une magnifique lasagne, une bière, du gâteau au fromage. Oh, quel bonheur et jouissance. C'était un repas extraordinaire. Je suis un vrai Garfield, moi. La lasagne, c'est toujours winner. Jour 8. Ouais, ben c'est ça. Il y a beaucoup plus de pentes, mais ce qui est dur, c'est pas. Oui, c'est plus soufflant puis de monter une pente, mais c'est de la descente qui est dangereux. Il faut que tu fasses attention. Euh, comme j'ai dit, il y a beaucoup plus de marcheurs, mais il y a très peu de gens. Tu ne peux pas jaser avec eux autres, ben. Il m'est arrivé une fois que j'ai jasé avec un couple de Français, très sympathique d'ailleurs, mais la plupart du temps, fait des grognements. Puis, écoute, moi, mon polonais, là, il n'est pas très, très au point. Elisabeth est capable de s'exprimer en allemand, mais si ça ne parle pas anglais ni français, mon portugais, ben là, c'est en Espagne. Mon espagnol, il est minimal, là, tu sais. Una cerveza, por favor, muchas gracias, là, mais passer ça, des vraies discussions, là, oublie ça, là. On est arrivé à Redondela. C'est là qu'Elisabeth, on est à peu près un peu plus la moitié, mais elle m'explique que, bon, elle, il faut aussi qu'elle fasse sa méditation. Moi, je soupçonne que le fait qu'on ne marchait pas à la même vitesse, ça a dû tenir. Mais on est parti, on a pris une bière ensemble la veille quand elle m'a annoncé ça. Le lendemain, elle a pris son côté, j'ai pris le mien. Puis, comme j'ai dit, je l'ai rappelé peut-être 2 semaines après être arrivé pour m'assurer que ça a bien été, qu'elle a fini. Puis, effectivement, tout est beau. Jour 9, regardez-moi la belle statue du pèlerin qui se regarde des orteils. Ça, c'est une très, très belle place. C'est là que j'ai pris ma map que je vous ai montrée au début.
Là, je suis rendu tout seul. Là. Fait que je ne pars plus à 8 heures, là. Je pars à 7 heures. Longue montée, puis descendre d'une colline. J'ai pris une voie de contournement. Ah oui, ça m'a stressé, mais pour rien. Parce que c'était magnifique. C'était dans le bois avec le petit ruisseau qui coulait, avec des oiseaux qui gazouillaient, puis nomme-les, puis ça là. Sauf que pas beaucoup de flèches. Et je suis sur la bonne place. Puis là, je comprenais que c'était pas la voie principale, fait que ça me rallonge-tu ou ça me ramène à la bonne place, etc. 5 kilomètres, quand tu n'es pas sûr que tu vas à la bonne place ou dans la bonne direction, c'est un petit peu stressant. Mais je me suis conforté avec le fait de me dire c'est tellement magnifique, très beau temps. Tu es, dans le bois, la température était très belle, mouillait pas. Écoute, fait que ça a bien été. J'ai eu plus de mal que de peur, mais tout mon voyage, ça a été zéro problème. Fait que je me suis perdu 2 fois. Il y a une fois, j'arrive devant un magasin qui sont en train de rénover. Il y a un camion ou une espèce de échafaud devant ce magasin-là et je ne vois pas la fameuse flèche jaune. Et je continue à marcher au lieu de tourner à droite. Puis là, le monde sur l'échafaud dit Hey! Et, oui. Et il dit Non, 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 c'est par là ton chemin, c'est par là. Oh, muchas gracias. Puis là, bien évidemment, il avait raison. Puis là, j'ai repris la bonne place, puis etc. Euh, je ne sais pas si c'est là ou si c'est une autre place, mais une autre place, puis ça m'a vraiment impressionné. Je suis arrivé dans une ville et là, écoute, pas capable de trouver les flèches. Puis là, je m'en vais dans la direction où je m'en allais, puis à un moment donné, plus de flèches pantoute. Là, je vois un monsieur qui était à un magasin, puis là, je lui demande dans mon meilleur espagnol possible, Compostelle, Santiago, puis bon, comment je fais pour rendre là? Le monsieur, il n'est pas jeune, mais il dit parfait, il dit suis-moi. Fait que, puis là, il commence à me jaser, toi. Il commence à m'expliquer qu'il avait travaillé sur le signalement des chemins de Compostelle, puis que c'est important pour lui. Puis là, il me montre où ce qui est la flèche. Puis là, il ne me laisse pas là, là. Il m'accompagne un autre kilomètre au moins plus loin, parce que là, il veut me montrer son église. Évidemment, je ne suis pas rentré dans l'église, tout ça, puis muchas gracias, toute la quête. Mais le gars, il était tellement fier d'être capable d'aider un pèlerin. Ça m'a jeté à terre. Puis là, écoute, j'ai encore les frissons, le fait d'y repenser. Le gars, il voulait tellement m'aider qu'il a fait 1 kilomètre de plus avec moi. Là. Juste pour jaser. C'est extraordinaire. Jour 9, bon, on s'est rendu là, j'ai perdu 2 fois. Là, ça a été plus long, ce marche-là, 25 kilomètres. J'ai trouvé le gîte là. Il y avait des lits, il y avait des lits superposés. Je pense que j'ai une image de elle ou d'une autre place, mais les gîtes, ça ressemblait pas mal tout. Mais là, c'était très grand. Il y avait comme 2 salles de gîtes avec. Il y avait de la place pour bien du monde ici. Là. Jour 10, là, je suis rendu à 40 km, 39,260. Là, je pars à 7h15. Marche difficile à cause de mon ampoule. Puis là, c'est ma cuisse gauche qui commence à se réveiller. Ben là, ça commence à paraître. Là. Ça fait 200 km que je marche, là, ou 180. Là. Je vais avoir fait 200 km à la fin de la journée. Je me suis encore perdu en ville. Ça doit être là la place que le monsieur m'a accompagné à son église. Ben c'est ça. Ils ont plus de misère à mettre des indications en ville parce que les marchands et tout ça ne veulent pas qu'on beurre le boutique. Ça m'a aussi surpris. Compostelle, pour moi, c'est une marche qui se fait seule, peut-être à deux, mais une maman avec un jeune bébé qui marche tout seul sur le chemin de Compostelle avec le bébé assis sur le top de son backpack avec un harnais. Le bébé ne tombera pas ni rien, là. Mais boy, c'est un bébé de peut-être 2, 3 ans maximum, là. Je me suis mêlé de mes affaires. J'ai salué la jeune fille, puis j'ai continué mon chemin, mais ça fait réfléchir. Puis un peu plus tard, j'en ai vu un autre, puis là, il y a des collines, il y a des pas trop du beau chemin pavé, là. La jeune fille, une autre jeune fille, mais là, elle pousse un carrosse. Puis il y a un vrai bébé dedans, là. C'est pas juste son sac à dos, là. Ça m'a fait réfléchir qu'il y a beaucoup de genres de monde qui font Compostelle.
Puis une fille avec son bébé. Bon, OK, mais un bébé, ça a des besoins particuliers. Elle ne sait pas, moi, j'en ai pas eu, mais c'est le droit. Je respecte, là, mais ça m'a saisi. Là, ça fait une plus petite marche, 20 km, j'ai trouvé un gîte. Et là, OK, oui, on est dimanche. Et le dimanche, la plupart des boutiques sont fermées. Mais j'ai réussi à trouver une place pour ma deuxième signature. J'étais super content. Là, il reste 2 jours. On arrive. Voilà, ça, c'est ça que ça ressemblait. Une petite place pour serrer ton sac à dos. En passant, le sac à dos, je ne le laissais jamais sur le bord de la place avec moi. Je m'allais prendre une marche puis voler mon sac à dos, quoique le monde ne volait pas. Mais ils n'ont pas eu la chance de, là. Quand j'attendais quelque part, j'avais le sac à dos à mes pieds, puis moi, j'étais derrière le sac à dos. Puis j'ai jamais pris de chance de dire non, non, non. Il y a bien du monde qui faisait ça. Ils laissaient le sac à dos, puis je reviendrai dans 1 heure. Non, non. Puis contrairement à beaucoup de monde, moi, je n'ai jamais fait de pèlerinage. J'avais visité l'Espagne, le Portugal 2 fois. Puis comme touriste, c'est beau, mais là, c'était pèlerin. Je ne visitais pas. Bien, ça, c'est un choix personnel. Je me suis levé à 6h15. Comment ça va être d'arriver, d'après vous autres? Il y a plu un peu, mais rien de dérangeant. Petite journée de marche, j'arrive à 11h. Mais c'est quand même un 4-5 heures de marche, là. À 5 km, 4 km, on est entre 16 et 20 km, là. J'arrive à 1 km de Théo. Mais Théo, ce n'est pas une compagnie de chars, là. Puis là, j'ai pris le temps de continuer. J'ai écrit une lettre à ma soeur, un poème, en fait. Et puis, j'ai fini d'écrire mes réflexions. J'arrive, là. Fait que là, il faut vraiment que mes affaires commencent à être. Là, je suis rendu, je pense, au 36 ou 38e Sudoku. En 2 semaines, c'est quand même bon. J'en ai fait beaucoup à l'aéroport. Fait que là, il me reste une journée, là. J'arrive. Santiago! Bon, là, j'étais à 18,290 km au début de ma journée. Là. Je viens de partir de 1 km de Théo. Je pars à 6h30, toi. Il veut-tu, il veut-tu pas? Il me reste 18 km, il est marqué sur la pancarte. À travers les villages, les boisés, des très bonnes indications dans le bois ou dans les petits chemins. Mais à Santiago, il y a 3 Polonaises. Écoute, c'est des Olympiennes. C'est des jeunes filles dans la début trentaine, fin vingtaine. Écoute, c'est fait en béton armé, ces filles-là. Ça a des pattes incroyables. Ça roule à une vitesse grand V. Je pensais que je marchais vite. J'étais une tortue à côté d'eux autres, sauf qu'il y a un GPS. Et puis, moi, j'essaie de les suivre, mais c'est pas facile. Et puis, à un moment donné, on arrive à Santiago. J'ai aucune idée par où il faut que je me rende. J'ai aucune idée où est la cathédrale. Et puis là, à un moment donné, il y a une des 3 filles qui voit bien que j'essaie de les suivre. Et là, j'ai peur de vue carrément. Je ne suis pas capable. Fait que là, je la vois qui recule, qui me flag l'autre bord de la rue. Je dis, hey, je suis là. Là, je dis, ah, merci. Fait que là, whoop, puis là, en tout cas, bref, j'ai fini par me rendre à la fameuse cathédrale. Puis là, bon, ben, OK, prochaine fois, je vais le faire, je vous promets. Mais je n'ai pas rentré dans la cathédrale. Je ne suis pas catholique. Je ne suis pas croyant. Je suis pas. J'ai étudié un peu l'histoire catholique, puis je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'était pas le côté catho qui m'intéressait. Je vais le dire de même. Fait que je suis arrivé à la place, toute la kit. J'ai trouvé c'était où qu'on allait pour avoir notre certificat. Mais là, encore une fois, j'ai mon backpack sur le dos, moi, là. Fait que là, j'attends en ligne, puis j'attends. Après 1 heure et demie, je réussis à avoir mon certificat. On va le voir sur l'autre diapositive. J'en fais 2. Celui qui est normal, puis celui qui est personnalisé. Et puis, yes! J'ai réussi mon voyage, j'ai mon certificat. Le problème, c'est que je m'informe, il y a un hôtel juste derrière la place, puis je me suis dit, je vais peut-être pouvoir coucher là. Parce que moi, mon avion en repart 6 jours plus tard. Là. J'ai du temps, il n'y a pas de problème là. Le seul problème, c'est que l'hôtel me demande quelque chose comme 200, 250 euros pour la nuit. La merde, là. Non, 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 non. Fait que là, je m'informe où ce qui est le terminus d'autobus.
Là, j'essaie de me rendre où ce qui est l'autobus ou le terminus, quoi que ce soit. Mais là, j'ai de la merde. Je prends un taxi, je me rends jusque-là. De là, je pense que j'ai 4-5 heures à attendre pour que l'autobus parte. Fait que là, je m'assis, je fais des sudoku. Là, j'attends. Là, je prends l'autobus. 3 heures. Ça prend 3 heures pour faire mes 240 kilomètres que j'ai fait en 12 jours. Là. 3 heures. Puis je suis revenu à l'aéroport de Porto. Mais là, je suis inquiet parce que j'essaie de me trouver une auberge qui va pouvoir m'héberger pour les 6 jours qu'il me reste à faire. J'ai friqué pas mal, mais encore une fois, j'ai remis ça entre les mains je sais pas, du destin et je l'ai trouvé, pas eu de problème. Sauf que moi, j'étais bien avec 2 kits de linge mou. J'ai encore au-dessus de 1 000 € sur moi. J'ai pas ce qu'il faut. J'ai mal aux pattes, mais j'ai pas ce qu'il faut pour aller faire du tourisme. Ça me tente pas. Là, j'essaie de devancer mon départ, quitte à payer 200-300 €. Devancer mon départ pour partir plus tôt. Sauf que Air Transat, j'ai pas de carte de crédit, je vous l'ai dit au début. Air Transat n'a pas de kiosque à Porto. Moi, mon téléphone, il sort à peine ou pas vraiment ou difficilement pour me rendre à Montréal. Je n'ai pas d'Internet autre qu'un texto. J'ai 5 heures de décalage. Là. Je réussis à rejoindre. Ben là, je m'en vais à l'aéroport. Mais là, personne ne peut m'aider à l'aéroport. Là. Ils n'ont pas de kiosque, ils n'ont pas aucun service. Là. Débrouille-toi, bonhomme. Ton avion part dans 6 jours. Dans 6 jours, tu reviendras me voir. Fait que je réussis à rejoindre l'agence de voyage en calculant le décalage, tout ça. Je parle à madame qui, écoute, ça prend 3-4 shots, 2 jours au moins pour être capable d'obtenir quelque chose. Là, elle veut une carte de crédit, la madame. Ben là, j'ai dit, appelle ma copine, puis elle va t'en donner. Ah, ben, c'est pas à moi de l'appeler. Ben, j'ai dit là, je ne vous dirai pas ce que j'ai dit, mais ça sonnait comme un fleuron de la langue québécoise. J'ai dit là, moi, j'étais à je ne sais pas combien de milliers de kilomètres de chez nous, 5 heures de décalage. J'essaie de te demander de faire un téléphone. Elle va t'en donner une carte de crédit, là. Finalement, elle a appelé ma blonde qui s'est rendue sur place, qui a payé. Écoute, moi, j'ai dit pas de problème, on t'a le payé ton affaire. On a réussi à devancer 2 ou 3 jours au lieu de 6 jours. Là, j'en ai profité pour aller acheter des souvenirs, toute la kit. Là, aller magasiner un petit peu au centre-ville. Et j'ai fini par revenir. Mais cet agence de voyage-là, plus jamais mes pieds vont rentrer là-dedans. C'est terminé. Pas eu de service, c'est fini. Bah, that's it. Oups, excusez. Ben c'est ça. J'ai voulu aller voir le zoo ou l'aquarium, mais je pense qu'il demandait quelque chose comme, il y avait des conditions, il demandait quelque chose comme 50 ou 60 € ou quelque chose comme ça. Puis là, j'ai dit la merde. De toute façon, je n'étais pas équipé pour visiter ou quoi que ce soit. Des poissons, puis des lions, des girafes, il y en a plein ici. Fait que ça s'est terminé comme ça. Et là, je suis revenu. Ça, c'est la place où je suis arrivé, où il y a la cathédrale. Ça, c'est mes 2 certificats. La conclusion. Ouais, ben ça, c'est la question spirituelle. Je n'ai pas réussi à méditer à proprement parler, mais chaque matin, me concentrais sur, OK, là, aujourd'hui, je veux penser à tel problème. Il y a telle affaire qui est arrivée dans ma vie, qui me fait des cauchemars, qui n'est pas réglée, tout ça. Puis là, je réfléchis à ça pendant que je marche. Mais là, quand tu marches, qu'est-ce que tu veux faire? Tu réfléchis, tu fais, hein, puis le subconscient, il fait le job. Puis, une fois arrivé au gîte, ben là, j'ai écrit une lettre, comme je vous expliquais, à personne concernée. Mais c'est pas important que j'y remette ou pas à la personne la lettre. Si c'est pertinent, peut-être, mais la plupart des lettres, je les ai remis à une autre personne en lui disant si tu juges pertinent de les remettre, tu les remettras. Puis la plupart ont dit tu as raison. Il ou elle ne veut pas le recevoir ou ça ne donnera rien. Ou parce que dans le fond, sérieusement, là, la lettre, je ne l'écris pas pour la personne, je l'écris pour moi, pour être capable de lâcher prise, pour être capable d'arrêter d'avoir les cauchemars avec ça, puis dire bon, ben regarde, il y a telle affaire.
Puis un coup que je serai mort, ben, la personne à qui je l'ai remis remettra ou pas. Mais moi, ce qui me concerne, le dossier est clos. Puis je peux avoir l'âme en paix. Moi, j'ai fait les démarches que je pouvais faire pour ça. Il y a un paquet d'affaires dans la vie que tu ne contrôles pas. C'est correct de t'auto-flageller puis d'avoir des remords, de dire telle affaire, j'aurais pas dû le faire, puis etc. Sauf qu'à un moment donné, quand il n'y a rien que tu peux faire, il faut que tu passes à un autre appel. Bon, là, je vous expliquais un peu le processus. Ça, je l'ai fait. Ah, important. Il y a une personne très importante à qui je voulais écrire. Moi. C'est que mon pèlerinage, je l'ai fait, entre autres, pour être capable d'arriver à des conclusions et changer ma vision et ma façon de voir la vie. C'est beau le lendemain que je suis revenu de Compostelle, mais l'année d'après, là, ça fait 2 ans que je suis revenu. Je serais dû pour me relire, là. Parce que moi, me relire ce que je me suis écrit. Parce que c'est important de dire ah oui, c'est vrai, j'ai dit que je faisais ça. Oh, je ne l'ai pas fait. Oh, quand est-ce que je vais le faire? Comment je vais planifier ça? Ouais. Ah non, ça, je pensais que c'était bon, mais sais-tu, non, c'est plus bon à ça. Bien, c'est un peu ça. Puis, quelque part, peut-être que ça va me motiver à dire OK, Compostelle 2.0 sera peut-être dû, ben, pas cette année, pas l'an prochain, parce que COVID, mais éventuellement, ça pourrait être un bon point de départ pour dire bon, ben, je ne ferai pas un bébé Compostelle. Là, je vais partir un mois. C'est à ma retraite. Je peux partir un mois sans aucun problème. Puis avec l'expérience que j'ai vécue là, je vais être plus en mesure de le faire. Fait que le vécu, puis je ne sais pas quoi faire, puis j'ai planifié, puis la vraie vie a fait tout croche ou complètement différent de ce que j'avais prévu. C'est pas vrai tout croche parce que ça a été un très beau voyage, ça a très bien été. Mais là, au moins, j'ai le vécu de c'est quoi. Fait qu'à partir de là, si je veux le refaire, ben j'ai tous les outils qu'il faut. Fait que c'était un petit peu j'ai partagé un petit peu c'était quoi mon Compostelle. C'est sûr que c'est différent pour tout le monde, mais c'est quand même quelque chose qui est une des meilleures expériences de toute ma vie. Puis c'est quelque chose que je souhaite à pas mal de monde, d'avoir le temps. On est dans une société où ce que tout est trop vite. On n'a pas le temps de s'asseoir, de réfléchir, de prendre le temps de respirer. Et Compostelle, c'est exactement ça. C'est vraiment de prendre le temps de vivre avec soi-même. Et j'espère que vous avez apprécié cette présentation-là. Je vous ai parlé avec mon cœur et avec mon expérience petite, mais quand même là. Et puis, en finissant, juste avant une question, une semaine après mon retour, ma blonde m'a fait un surprise party. Puis elle a invité facilement une vingtaine de personnes. Moi, je suis un danseur en ligne, j'étais avant COVID. Et il y avait ma gang de chums de danseurs en ligne, mon ami coach qui était là. Il y avait, et on sont allés à mon restaurant préféré, puis on a fêté mon objectif réalisé de réussir à faire Compostelle. Fait que ça, c'était une très belle surprise et vraiment, j'en garde des petits papillons dans mon cœur.